Bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup d'être là aujourd'hui avec nous pour ce webinaire atelier Vieillir en diversité et en équité qui est organisé conjointement là, avec le Réseau québécois de recherche sur le vieillissement, donc le RQRV. Je me présente, Nathalie Gordune, je suis agente de concertation intersectorielle pour Société inclusive et c'est moi qui ai le plaisir là, d'ouvrir cette rencontre qui va vraiment être riche en contenu, en réflexion, en interaction. Alors, avant de vous présenter nos invités, quelques petits détails techniques pour bien commencer la rencontre. Donc, le webinaire va être enregistré. Il sera diffusé là, sur notre site Internet. Ça nous servira peut-être à faire une petite synthèse aussi là, des contenus. Gardez vos questions à la fin de chaque module. Il va y avoir une période de questions là, dédiée à la fin. Vous allez pouvoir interagir avec nous avec plaisir. Le clavardage, le chat va rester ouvert tout au long. Donc, n'hésitez pas à mettre des commentaires, des réactions. Je vais pouvoir m'en occuper et vous répondre. Aussi, là, je vous demanderai de bien vouloir garder vos micros fermés pour éviter les bruits ambiants. Mais n'hésitez pas à ouvrir vos caméras si vous le souhaitez. C'est toujours plus agréable pour voir les visages et les réactions. Et surtout, c'est que votre visage apparaîtra pas là, en l'enregistrement. Il va juste avoir l'écran partagé et les personnes qui vont parler qui vont apparaître. Donc, je vous donne un petit topo là, du déroulement de notre séance. Le mot de bienvenue, c'est fait. Module 1, on va voir la diversité des trajectoires de vieillissement. Le module 2, identifier des obstacles à la participation sociale. On va se prendre une mini pause de 5 minutes là, parce que c'est quand même important d'aérer nos esprits. Ensuite de ça, on va revenir pour le module 3. Donc, c'est quoi les stratégies pour une inclusion effective? Et à la toute fin, on va avoir une petite discussion intéressante, une étude de cas. On va être répartis en groupes de 6-7 personnes pour à peu près 7-8 minutes selon le temps qui nous reste pour discuter des contenus. Là, ça va vraiment être riche à ce moment-là. Puis, il va y avoir un petit partage de ressources à la fin, une clôture et je vais vous faire un petit mot de la conclusion. Donc, avant de commencer, j'aimerais vous mentionner là, que je vous parle depuis la ville de Québec et que dans un esprit d'amitié et de solidarité, on rend hommage au premier peuple de ces lieux. Puis, on est à la croisée là, des peuples Huron-Wendat, Wabanaki et du peuple Innu et du peuple Atikamekw et du peuple Wolastoqey. Nous honorons ainsi nos relations les uns avec les autres. Alors, je vous présente notre équipe qui va nous animer ce webinaire pour le projet de recherche Vieillir en diversité en équité. Nous avons avec nous Émilie Raymond, qui est professeure titulaire à la Faculté des sciences sociales à l'École de travail social et de criminologie, programme travail social à l'Université Laval. Elle est aussi co-directrice de l'Institut sur le vieillissement et la participation sociale des aînés, IVPSA, et membre du conseil d'administration du réseau d'études internationales sur l'âge et la citoyenneté et l'intégration socio-économique. Elle est travailleuse sociale et anthropologue de formation. Ses travaux portent en partie sur la participation sociale et citoyenne, en particulier là, sur les personnes aînées qui ont des incapacités. Elle s'intéresse à l'intersection entre les discours politiques, les expériences vécues, dans une perspective là, orientée vers l'inclusion sociale. Donc, on a aussi Sylvie Demers, qui est professionnelle de recherche et qui a contribué activement là, à la coordination scientifique, à la collecte et à l'analyse des données là, au sein de ce projet-là. Et le projet Vieillir en diversité dont on va entendre parler en équité vise à produire des connaissances sur le vieillissement, la participation sociale des personnes aînées autochtones, immigrantes, LGBTQ+, ou ayant des incapacités. Il s'intéresse à maintenir les trajectoires de vie, les identités, les contextes sociaux qui influencent les expériences du vieillissement et cherche à mettre en lumière les obstacles, mais aussi les leviers d'inclusion. Alors, un grand merci à vous deux d'être là et de nous partager ce beau projet-là. On est vraiment privilégiés de pouvoir compter sur votre expertise. Alors, je vous cède la parole. Je pense que c'est Émilie qui parle en premier. Ça va être plutôt Sylvie. On peut changer de diapositive. Émilie, merci.
Les objectifs de la formation sont de comprendre la diversité des trajectoires de vieillissement, d'identifier des obstacles qui freinent la participation sociale et d'envisager des stratégies là, pour améliorer le caractère inclusif des pratiques de recherche et des interventions aussi là, que vous pouvez réaliser dans le cadre de votre travail. Je reviendrai pas nécessairement sur le déroulement puisque Nathalie là, l'a abordé en profondeur. Je mentionnerai cependant que puisque vous avez reçu par courriel hier là, un PDF de la présentation, je vous invite pour ceux et celles qui le jugent important, nécessaire, de l'ouvrir pour pouvoir notamment prendre des notes, mais aussi vous accompagner lors de l'exercice d'appropriation. Puisqu'il va y avoir une vignette clinique à laquelle se référer, puis le partage en Zoom d'une vignette clinique, ça peut être compliqué, donc c'est un document qui peut vous servir là, au cours de la formation. Je laisserai maintenant Émilie là, introduire les raisons pour lesquelles là, on s'intéresse à la diversité et l'importance d'en prendre en considération dans nos pratiques. Merci beaucoup, Sylvie. Bonjour à tous et à toutes. Ça me fait plaisir d'être avec vous ce matin pour ce webinaire. Alors, en guise d'introduction, je trouvais intéressant de se demander pourquoi on s'intéresse au sujet de la diversité en lien avec le vieillissement. On pourrait se réjouir en fait du fait que la reconnaissance de la diversification des parcours et des conditions de vieillissement là, est de plus en plus présente dans les discours politiques, dans les politiques sociales et aussi dans les recherches qui s'intéressent aux personnes aînées. Cependant, même si c'est un thème qui est de plus en plus présent, puis qui permet en quelque sorte de créer un contrepoids à des modèles plus normatifs ou homogénéisants du vieillissement, par exemple les modèles de vieillissement réussi, actif ou en santé, qui quelque part nous disent qu'il y a des bonnes manières et des moins bonnes de vieillir, donc c'est questionnant. Donc en parlant de diversité, on arrive à déboulonner, je dirais, certaines idées reçues, puis souvent dominantes en matière de vieillissement. Mais en même temps, quand on fait une analyse un peu plus pointue du thème de la diversité, on se rend compte que souvent on ne la définit pas. Donc, à quoi ça fait référence? C'est rare qu'on prend le temps de donner une réponse à cette question-là. Je donnerai comme exemple le dernier là, plan d'action en matière de vieillissement du gouvernement du Québec qui s'appelle La fierté de vieillir. Plusieurs l'ont sans doute consulté. Dans ce document-là, on mentionne 27 fois le terme de diversité, mais à aucun moment on prend le temps de définir à quoi on fait référence, pourquoi on s'y intéresse, etc. Donc, ça nous semblait, avec Vieillir en diversité, en équité, très important de s'intéresser à cette question-là. Surtout qu'on s'inscrit dans dans un projet de recherche qui est dit constructiviste, critique, c'est-à-dire qu'on essaie de regarder les choses avec une perspective qui va nous amener à aller en profondeur par rapport à la diversité. On sait là dans les données scientifiques qu'il y a de plus en plus d'études qui documentent les inégalités sociales et de santé chez les personnes aînées, qui nous amène à remettre en cause ces idées reçues parfois qu'on entend. Les aînés d'aujourd'hui sont plus riches, sont plus en santé, sont plus scolarisés que les personnes aînées ou les générations antérieures de personnes aînées. En fait, si on regarde les choses d'un peu plus près, on se rend compte qu'il y a des inégalités sociales qui se creusent par rapport au groupe des personnes aînées, puis que c'est essentiel de se préoccuper des différentes conditions, hein, à la fois relationnelles, environnementales, structurelles, qui font en sorte que toutes les personnes aînées n'ont pas accès aux mêmes conditions d'un vieillissement digne, finalement. Donc, ça, vous voyez là comment se profile un peu notre perspective de recherche. En parlant de diversité aussi, je trouvais important là, qu'on prenne le temps d'examiner ensemble un peu les enjeux de soulever le terme de la diversité. Un des premiers enjeux dont je voulais vous faire part aujourd'hui, c'est celui de l'essentialisation. Hein. Qu'est-ce que c'est l'essentialisation? C'est de réduire un groupe à une seule caractéristique. Donc, d'assigner une essence fixe à un groupe de personnes en voulant noter sa différence. Puis en faisant ça, ben, on peut enfermer le groupe de personnes duquel on parle finalement dans quelque chose qui est pas qui est immuable, où on peut penser que toutes les personnes de ce groupe-là vieillissent de la même façon. Je vous donne par exemple l'exemple des personnes aînées qui ont des incapacités. On entend souvent que des personnes qui vieillissent, hein, qui ont des incapacités depuis longtemps, vont sentir qu'elles ont un vieillissement prématuré, qu'elles vieillissent plus vite que les autres. Ce qui est parfois
vrai, hein, certaines vont le commenter, mais dans d'autres données, on remarque pas ça de toutes les personnes qui ont des incapacités depuis une longue période de temps. Ça peut dépendre de la nature des incapacités, ça peut dépendre de toutes sortes de réalités au cours du parcours de vie. Donc, c'est important qu'on soit capable, en parlant de diversité, d'avoir une vision critique, hein, de saisir en même temps des grandes tendances dans un groupe en particulier, puis en même temps de porter attention aux spécificités dans ce même groupe-là. Un deuxième enjeu, c'est les risques qui vont avec la notion de diversité, puis on est en train de les vivre au Québec en ce moment. Donc, parfois, on va assimiler la diversité à une menace, hein. C'est très présent en ce moment dans les discours identitaires autour de ce que constitue ou non là, la nation, la société québécoise. On peut voir, par exemple, la diversité culturelle comme un danger, hein, qui peut menacer l'effritement de la culture québécoise. Donc, il faut être conscient, hein, du fait que quand on évoque le thème de la diversité, on peut rencontrer différents types de discours, donc c'est important d'y aller avec une perspective qui est dialogique. Un autre élément qui est important en parlant de diversité, c'est que parfois ça peut mener à des stratégies de masquage ou de camouflage social. C'est-à-dire que quand on évoque des différences ou des particularités ou la pluralité des expériences, notamment du vieillissement, ça peut amener des personnes à sentir qu'elles sont les personnes concernées précisément. Ça peut amener les personnes à sentir là, qu'elles ont des comportements qui sont pas conformes aux attentes sociales, hein. On va les mettre en lumière. Puis ça peut amener des comportements là, qui pourraient être ceux d'essayer de se conformer aux attentes parce qu'on veut pas être objet de curiosité ou considéré comme répondant pas là, aux attentes, aux normes sociales. Donc, on peut vouloir essayer un peu de rentrer dans l'eau comme une stratégie là, de survie au rejet possible. On peut penser, par exemple, dans nos travaux, on a vu plusieurs personnes aînées immigrantes, hein, qui disaient, ben moi, je veux pas me plaindre, j'arrive au Québec, on m'accueille bien, etc. Je vais éviter là, de mentionner certains enjeux, certains problèmes en lien avec les trajectoires d'insertion puis d'inclusion sociale. Donc ça, c'est aussi un enjeu quand on parle de diversité. Un autre enjeu, c'est celui du sensationnalisme, hein. Qu'est-ce que c'est le sensationnalisme? C'est quand on va exploiter le goût du sensationnel, hein, ce qui produit une forte impression, de la surprise, etc. Mais quand on fait ça avec la diversité, par exemple en s'intéressant à des situations là, hors normes, spectaculaires, je fais une référence ici, par exemple, peut-être que vous avez vu passer ça, les enjeux en lien avec l'itinérance des personnes aînées, parfois qui ont des enjeux sur le plan de la santé mentale. L'année dernière, on a documenté dans certaines régions du Québec là, des personnes aînées qui avaient passé plusieurs semaines en tente, qui avaient dû subir bon, des interventions chirurgicales, des amputations en lien avec ça. C'est sûr que c'est dramatique, c'est inacceptable. Sauf qu'en même temps, quand on centre trop notre intérêt à l'égard de la diversité sur des situations extrêmes, ben, ça peut nous amener à changer vite d'intérêt, c'est-à-dire que l'intérêt sensationnaliste va vite changer d'objet pour renouveler cette sensation de surprise ou ces émotions-là qui sont générées par les cas qui sont mis en lumière. Donc, ça nous amène pas à aller davantage en profondeur pour comprendre hein, les différentes circonstances qui amènent des personnes de différents groupes de personnes aînées à vivre des situations là, qui sont sur lesquelles on doit travailler. Et finalement, un dernier enjeu est relatif à la notion d'altérisation, hein. Quand on s'intéresse à la diversité, on est d'une certaine manière amené à préciser ce qui est différent hein, chez les autres par rapport à nous, donc à créer une espèce de séparation artificielle entre le nous versus les autres personnes, ce qui peut amener à la discrimination hein, quand on, on établit, on érige finalement des frontières entre deux groupes. Donc, c'est important d'en prendre conscience. On le fait longtemps, par exemple, avec un groupe de personnes auxquelles on s'est intéressé, qui sont les personnes autochtones. On a longtemps, pendant des siècles de colonisation, considéré que c'était des personnes qui étaient différentes. Donc, c'est important, quand on parle de diversité, de ne pas perpétuer justement certaines distinctions, puis de considérer là, qu'on s'y intéresse pour favoriser finalement le vivre ensemble.
Alors, ce qu'on vous propose dans le cadre de notre webinaire aujourd'hui, c'est de s'intéresser à la diversité avec une perspective, participative, c'est-à-dire en s'intéressant d'abord et avant tout aux expériences des personnes qui représentent la diversité chez les personnes aînées, tout en établissant un dialogue avec l'ensemble de la population, bien sûr, avec des alliés d'autres groupes, etc. D'avoir aussi une perspective intersectionnelle, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on va vous parler davantage de 4 groupes de personnes aînées, mais on n'a pas fait le tour de la diversité en matière de vieillissement, bien entendu. À un moment donné, on a choisi des groupes pour différentes raisons, parce qu'ils étaient susceptibles de vivre des inégalités sociales plus marquantes en matière de vieillissement. Mais ce qu'on vous propose, c'est une grille de lecture plus large qui va vous permettre de comprendre les enjeux de diversité avec d'autres groupes de personnes et aussi d'autres intersections. On veut aussi vous faire part de notre perspective transformatrice. Donc, pourquoi on veut vous voir plus clair finalement dans la diversité en matière de trajectoire de vieillissement et de participation sociale? C'est parce que notre intention, c'est de susciter des transformations, hein. On veut influencer des pratiques professionnelles, scientifiques, politiques qui sont davantage en mesure d'intégrer une approche critique, dialogique de la diversité. Alors, très, très rapidement, notre projet a déjà été présenté là, par Nathalie. Donc, je vais sauter cette diapositive-là. Vous dire qu'on est dans le cadre d'un projet de recherche action participative. On a travaillé pendant les 4 dernières années avec des personnes co-chercheuses, des organismes de 8 secteurs, en fait de 4 secteurs, 8 organismes au total, et aussi des personnes aînées qui font partie là, de nos différentes structures de gestion. Vous dire aussi qu'on a travaillé, là, on a eu l'occasion de rencontrer plus d'une quarantaine de personnes intervenantes, 65 personnes aînées des 4 groupes, donc personnes aînées LGBTQ+, ayant des incapacités autochtones et immigrantes. Donc, c'est à la lumière de ces entretiens-là qu'on vous présente les résultats de VDE. C'est son petit nom, Vieillir en diversité, en équité aujourd'hui. Par rapport, premièrement, au premier module de formation, qui est celui de la diversité des trajectoires de vieillissement, on a choisi aujourd'hui de vous permettre de vous approcher de ce thème-là à partir de la théorie du parcours de vie. Donc, j'aurais pu ce matin là, vous faire une nomenclature des différents facteurs qui vont influencer la participation sociale, le vieillissement. On va en parler tantôt en évoquant avec Sylvie les obstacles à la participation sociale. Mais on a plutôt choisi de partir de la théorie du parcours de vie qui va nous aider à situer l'idée du vieillissement pluriel à partir d'une lecture interactive des trajectoires de vieillissement et de participation sociale. Une lecture qui est faite à partir de 5 grands principes que je vais présenter dans les prochaines minutes. Puis on va donc intégrer des facteurs qui sont importants à considérer quand on veut avoir des pratiques plus inclusives en matière de travail auprès des personnes aînées qui sont issues de différents groupes représentant la diversité. Donc, l'avantage de cette proposition-là, ben, c'est de pouvoir lire justement le vieillissement dans ses complexités, ses contextes, puis de pouvoir ensuite intégrer durablement une emphase là, vers la diversité et l'équité dans vos différentes pratiques. Alors, le premier principe dont je parlerai, c'est celui du développement tout au long de la vie, hein. Ce que ça dit, ce principe-là, c'est que les êtres humains sont en processus constant d'apprentissage et d'adaptation, incluant bien entendu les personnes aînées. Puis donc, le vieillissement, c'est pas une expérience fixe. Quand on intègre cette dimension-là dans une perspective de la diversité, ça va nous amener à voir que les trajectoires individuelles ont tous leurs propres points tournants, leur bifurcation, des éléments qui vont influencer le parcours de vie. Parmi les inflexions principales à considérer là, en matière de diversité des trajectoires de vieillissement et de participation sociale, on va noter par exemple les changements sur le plan des capacités, les capacités physiques, cognitives, intellectuelles, etc. On va noter aussi les expériences de violence. On a vu dans les trajectoires de vie de participation sociale des personnes qu'on a interrogées, l'importance ou en fait l'impact de situations de violence qui ont été vécues, par exemple,
sur le plan de discrimination capacitiste de personnes qui ont des incapacités, des violences dans le pays d'origine, des personnes immigrantes depuis peu de temps au Québec, des personnes autochtones aussi qui ont vécu les effets des pensionnats autochtones. Un autre événement là, qui est très important dans les inflexions, c'est celui qui est relatif au changement sur le plan des conditions socio-économiques. Donc, quand on passe de politique sociale du handicap versus celle du vieillissement pour les personnes qui ont des incapacités, une perte de statut social pour les personnes immigrantes qui passent dans leur pays d'origine d'un statut professionnel X, puis qui arrivent avec un statut qu'ils considèrent inférieur au Québec, etc. Donc, ça, c'est des éléments qui vont influencer là, les parcours de vie. En matière de changement lié au vieillissement, on va souvent avoir l'impression dans les politiques sociales en matière de vieillissement que le vieillissement est unique, hein. C'est une seule expérience avec les mêmes grands moments. Alors que ce dont on se rend compte dans nos travaux, c'est qu'il n'y a pas de déterminisme, hein. Il n'y a pas une seule façon de bien vieillir. Les personnes qui nous ont partagé leur expérience ont vraiment rendu possible l'idée que à tout âge et à tout moment, il y a des possibilités de changement, des découvertes, des nouvelles relations, des événements qui vont faire en sorte là, que le vieillissement va prendre des couleurs particulières selon chaque personne. Un autre élément qui est très important, c'est qu'on a rencontré des personnes qui ont vécu de nombreuses épreuves, mais des épreuves qui étaient créatrices d'expertise. Donc, par exemple, le fait d'avoir vécu toute sa vie avec des incapacités importantes ou de devoir composer avec des nouvelles incapacités à un âge avancé, de se réinventer une vie dans un nouveau pays pour des personnes aînées qui arrivent comme personnes immigrantes au Québec, mais c'est des personnes qui sont des expertes, hein, des agentes actives de leur vie, puis qui ont des réservoirs de compétences adaptatives absolument ahurissantes. Deuxième principe de la théorie du parcours de vie, c'est celle qui est relative au deuxième principe là, relatif à la temporalité, c'est-à-dire au timing, hein. À quel moment dans la vie des personnes arrivent certains éléments, donc ou certaines expériences. On a vu dans nos données que certaines usures hein, qui surviennent liées à des contraintes à long terme. Donc, par exemple, les personnes qui vivent depuis longtemps avec des incapacités vont nous mentionner que parfois il y a une fatigue, hein, puis une usure, justement, à être en perpétuel ajustement par rapport aux fluctuations dans les incapacités ou dans les demandes d'aide à l'égard ou de soutien à l'égard d'autres personnes. On a vu aussi dans le secteur des SPG, la diversité sexuelle, la pluralité des genres, l'usure liée à ces pratiques permanentes là, de coming in, coming out, est-ce qu'on affirme ses identités sexuelles et de genre, etc. Donc, ça peut devenir usant, mais c'est important de considérer ça quand on intervient, on fait de la recherche auprès de ces personnes-là. La question du rapport au temps. Hein, on est en présence quand on travaille avec des personnes aînées, on travaille avec des personnes qui ont une longue vie, hein, puis un rapport à cette longue vie-là, puis au temps qui peut être diversifié. Par exemple, durant la COVID, quand les gens y font référence, certains vont dire, ben la COVID, ça a été l'occasion d'un temps gagné, hein, parce qu'on avait du temps pour faire certaines choses qu'on n'avait pas le temps de faire avant. En même temps, c'était aussi du temps perdu qui nous enlevait la possibilité de réaliser certains projets. Donc, c'est fluctuant, ça va changer selon les personnes, cette idée de rapport au temps, mais c'est important de s'en préoccuper. Également, du moment dans la trajectoire de vie des changements majeurs. Donc, dans le cas du handicap, à quel moment on développe les incapacités, à quel moment, pour les personnes qui sont issues de l'immigration, à quel moment on arrive au Québec, par exemple. Troisième grand élément, c'est celui des contextes historiques et géographiques. Donc, en anglais, on va dire de time, de place. Donc, le lieu et la période historique à laquelle les personnes ont, bon, vécu, en ce moment vieillissent, etc. Un élément qui est vraiment fondamental dans nos données, c'est celui qui est relatif aux politiques sociales. Bien sûr, vous conviendrez avec moi que avoir des incapacités en ce moment, vieillir avec des incapacités en ce moment, c'est pas mal différent que ce que c'était il y a 50, 60 ans avant l'arrivée des politiques sociales pour soutenir la participation sociale des personnes qui ont des incapacités. Bien sûr, rien n'est parfait.
Ça, je suis d'accord avec vous là-dessus. Mais c'est important de se rendre compte de l'impact des politiques sociales dans la vie des gens. Même chose pour les personnes issues de l'immigration, hein. Immigrer il y a 40 ans versus aujourd'hui, c'est fort différent. Dans ce cas-ci, les politiques sociales ont tendance à se restreindre là, plutôt que à s'améliorer. Donc, quel est l'impact des politiques sociales dans la, la structuration des expériences de vieillissement? Bien sûr, tout ce qui concerne les représentations du vieillissement sont essentielles à prendre en considération. La question de l'agisme, on l'a vu poindre dans tous les secteurs qu'on a eu l'occasion d'étudier. Donc, par exemple, les gens de la diversité sexuelle, pluralité des genres, vont nous dire qu'il y a un jeunisme, hein, comme pas un jeunisme, mais un agisme dans les lieux de socialisation, dans les pratiques relationnelles des personnes de ce secteur-là vont vivre beaucoup d'exclusion sociale en raison de leur âge avancé, puisque dans ce groupe-là, on semble privilégier davantage les personnes jeunes, les personnes immigrantes qui viennent d'arriver, qui sont aînées, qui souhaitent travailler hein, sur le marché du travail, puisque leurs revenus sont souvent extrêmement limités. Elles vont nous dire que c'est très difficile d'y avoir accès en raison de l'agisme. Et bien sûr, il y a d'autres discours et pratiques discriminatoires. Par exemple, le capacitisme hein, qui va faire vivre à plusieurs personnes de l'infantilisation, notamment par exemple, de la part des intervenants dans les services de santé, services sociaux, et du racisme qui est vécu dans les services de santé, services sociaux là, par plusieurs personnes autochtones qu'on a eu l'occasion d'interroger. Un autre principe sur lequel il est important de s'arrêter, c'est de réfléchir à la manière dont les personnes organisent leur vie, hein, fondement, bien sûr, des trajectoires de vie, de vieillissement et de participation sociale. Donc, est-ce que les personnes vivent en couple, en famille, avec d'autres membres de leur entourage? La question aussi des constellations relationnelles, hein. Dans le secteur de la DSPJ, par exemple, on a parlé de la dimension de la famille choisie. Parfois, il y a des ruptures avec la famille biologique, ce qui amène là, la constitution de réseaux sociaux là, pour remplacer cette famille-là qu'on appelle la famille choisie. Plusieurs ont des liens avec d'autres êtres que des êtres humains, disons, les relations avec les animaux qui sont fondamentales, parfois avec la nature, etc. Puis aussi la question des solitudes, des éloignements, des deuils, hein, en matière de deuil, des deuils de capacité, par exemple, des deuils d'une génération, hein, la génération que les gens ont appelée perdue dans nos entrevues, c'est-à-dire dans le secteur des personnes LGBTQ+, la génération SIDA, hein, les gens ont perdu beaucoup de monde, même il y avait l'idée d'un non-vieillissement pour les personnes aujourd'hui aînées de ce secteur-là, l'idée que ils risquaient fort de ne pas se rendre à un âge avancé. Les éloignements, parfois des personnes autochtones qui ont des incapacités, qui, dans leur communauté, n'ont pas les services auxquels ils ont droit et doivent déménager à Québec pour les recevoir. Les solitudes aussi, parfois des personnes qui sont confinées à domicile, parfois l'hiver, hein, pour les personnes qui ont des incapacités. On pense aussi aux personnes aînées migrantes qui maîtrisent pas le français, qui doivent s'occuper de tâches à la maison pour soutenir leur famille multigénérationnelle. Je termine avec un dernier principe, et non le moindre, celui de la gentilité. Donc, la manière dont les personnes, en dépit de circonstances difficiles, réussissent à actualiser leur pouvoir d'agir, à s'organiser. Puis on voit dans les parcours de vie qu'on a eu la chance de recueillir, la manière dont les gens s'adaptent à des difficultés qui est unique, hein. Il n'y a pas vraiment de recette, mais que le centre de tout ça, c'est vraiment les liens significatifs qui sont établis par les personnes avec différents membres de leur entourage. Parfois, des personnes qui peuvent sembler surprenantes, ça peut être des gens issus du réseau de services, des partenaires d'adversité, on les a appelés comme ça, des personnes qui nous ont aidés à un moment ou l'autre de notre vie. Donc, ces liens-là sont vraiment ceux qui donnent le plus de sens à l'expérience de vieillissement et de participation sociale. Et je termine avec l'idée des luttes. Hein, les gens luttent beaucoup, hein, se démènent, là, par exemple, les personnes qui ont des incapacités pour obtenir les services auxquels ils ont droit, les personnes immigrantes pour apprendre une nouvelle vie, puis à l'échelle collective aussi, bien entendu, on a plusieurs mouvements sociaux là, auxquels on fait référence dans les entrevues.
Alors voilà, je cède maintenant la parole à Sylvie qui va nous parler là, des obstacles aux trajectoires là, de participation sociale. Est-ce qu'il y aurait des questions relatives à l'un ou l'autre des aspects là, de ce premier thème? Peut-être qu'il y en a déjà dans le chat, Nathalie. Sinon, je vous écoute. Alors, il y a Geneviève. Geneviève, on vous écoute. Oui, moi en fait, je suis, je sais pas si vous m'entendez bien. Très Euh, bien. Moi, je suis intervenante pour le parrainage civique de l'Abitibi-Témiscamingue. Puis en fait, je parle parce que quand vous parliez tout à l'heure là, de la section là, ça a été vite, là. Je prenais mes notes en même temps, là, mais la section où vous parliez justement que les personnes ont tendance justement à choisir des familles. euh, Oui, euh, je me souviens plus des termes, là, mes la familles. famille choisie. Ouais, c'est ça, oui. Oui, Fait que, mais ça m'a fait juste penser dans l'idée là, que tu sais, ça rappelle beaucoup, je trouve, l'essence des parrainages civiques au Québec. C'est dans l'idée que justement nos personnes, on a beaucoup de, autant aussi nous, des personnes aînées, puis que justement, quand ils n'ont pas de cercle social, nous, on crée des cercles sociaux justement, avec autant un ami qu'on appelle, là, avec un parrain, marraine civique dans la communauté, des bénévoles. Fait que je trouve que ça fit exactement. Fait qu'en tout cas, absolument, l'important. absolument. Puis je vous remercie, puis j'invite tout le monde à nous faire ce genre de témoignage-là parce que nous, ça enrichit finalement nos perspectives. Puis effectivement, ça permet de réfléchir aux notions qu'on peut amener plus dans un des secteurs, puis à voir comment ça résonne dans d'autres, tout à fait. Donc, tu sais, ce qu'on voit dans nos données, c'est l'importance du lien social. Puis que ce lien social-là, qu'on attribue souvent à certains types de liens, par exemple des liens avec la famille biologique, mais non, il peut produire la même chose quand cette famille-là, par exemple, elle est choisie ou elle est amicale, ou même quand on établit une famille avec, par exemple, des animaux domestiques. Donc, ça nous amène à questionner un peu la préséance de la famille biologique, finalement, dans l'importance des liens. Merci beaucoup, Geneviève, pour cette intervention-là. On va prendre une deuxième et dernière intervention, puis après, on se rasseye avec Sylvie. Alors, Marie-Ève, on vous écoute. En fait, c'est un peu dans le même sens, là, des témoignages là, par rapport aux familles de cœur choisies. Moi, je viens de Famille de cœur, j'adore. Merci. je provient de la neurodiversité. Je suis dans un projet qui s'appelle le Pavois de Québec. Puis, dans le fond, c'est une maison d'édition hybride qui est axée sur la santé mentale positive. Puis, sont beaucoup dans l'aspect co-création. Ça veut dire qu'ils intègrent les intervenants avec des gens qui viennent de la neurodiversité. Puis, dans le fond, c'est juste d'amener la notion d'amicité sociale là, que je pense qui est important. Absolument. Moi, ça fait une différence et c'est ce qui crée mon bien-être en gros. Merci. Merci. C'est tellement présent dans nos résultats. Ce qui fait la différence, c'est vraiment le lien. Merci beaucoup, Marie-Ève, de l'avoir partagé. Alors, deuxième essai avec Sylvie. Est-ce que ça fonctionne maintenant? Est-ce que ça griche toujours ou c'est correct? Non, ça ne griche pas, Sylvie. C'est une question de connexion encore. Super. Alors, je te laisse céder la parole pour le deuxième module. Parfait. Merci beaucoup, Émilie. Bien, ensemble, on va voir les obstacles là, qui freinent la participation sociale. Qu'est-ce qui se dégage là, des résultats VDE, là, des personnes qu'on a rencontrées? Est-ce que tu peux changer la diapo, s'il te plaît, Émilie? Merci. Dans les résultats, on remarque là ce qui a jailli de ces données-là, qu'il y a trois types de catégories d'obstacles que les personnes vont rencontrer. Des obstacles sur le plan des facteurs individuels, des obstacles sur le plan des facteurs relationnels, puis des obstacles sur le plan des environnements sociaux, tout ce qui est plus sociétal. Puis comme vous pouvez le remarquer au graphique, dans le graphique à l'écran, c'est que c'est pas des facteurs qui sont isolés, hein. C'est des facteurs qui sont en interrelation, qui peuvent aussi être cumulatifs, qui font en sorte que des fois, les situations sont très complexes, qu'une personne peut rencontrer plusieurs facteurs qui s'inter-influencent dans une complexité là, qui rend les choses vraiment plus difficiles, alors que d'autres personnes vont plutôt vivre un type de facteur, vont pour réussir à négocier avec de certaines manières. Donc, c'est pas des catégories qui sont nécessairement fixes, hein, c'est fluctuant, ça bouge. Néanmoins, on a quand même ressorti des choses qui sont quand même assez précises par rapport à la diversité de ce que les gens peuvent vivre là, comme facteur.
Sur le plan des facteurs individuels, Émilie, je t'inviterai à changer la diapositive, merci. Ce qui semble transversal là, à tous les secteurs des personnes aînées qu'on a rencontrées, c'est les conditions financières. Bien entendu, il y a des personnes aînées qui avaient des conditions financières qui étaient favorables, évidemment, mais on a remarqué aussi qu'il y en avait beaucoup là, à travers tous les secteurs qui avaient des conditions, qui vivaient dans des conditions financières précaires, souvent conditionnées en quelque sorte en raison de différents moments de leur vie en lien avec des bifurcations, des moments marquants, des épreuves qu'elles ont vécues, notamment sur le plan des incapacités, le fait d'avoir une incapacité qui est survenue de manière très subite, d'avoir perdu la vision, par exemple, qui a mis un frein à la participation à un emploi rémunéré. Ça va faire en sorte que la personne là, va avoir réduit ses cotisations pour une pension de vieillesse, qui fait en sorte que, rendue à la période de vieillissement, elle vient avec un revenu beaucoup plus réduit de ce qu'elle avait envisagé, ou encore pour les personnes autochtones, là, de vivre avec les contre-coups des pensionnats autochtones qui vont amener vraiment une trajectoire de vie pour certaines plus compliquée, mais pas toutes. Donc encore là, c'est vraiment quelque chose qui est un obstacle à la participation sociale parce que les personnes à ce moment-là, lorsqu'on vit avec un revenu insuffisant, on peut pas faire tout ce qu'on veut. Il faut faire des choix sur ce qui est possible et non tout ce qui est souhaité. C'est un enjeu qui est vraiment transversal là, à tous les secteurs. Plusieurs des personnes aînées aussi vont nous parler de douleur, de fatigue, de gêne, de sentir de la gêne par rapport à leurs incapacités, de sentir de la gêne par rapport à leur vieillissement, aussi de nouvelles incapacités qui vont limiter les interactions, leurs déplacements, tout ça, mais aussi de toute la charge mentale qui est de négocier avec tous ces facteurs-là dans la vie au quotidien, mais aussi de pouvoir négocier pour sortir à l'extérieur de chez elles, qui fait en sorte que des fois, avec le temps, même si elles sont habituées de gérer cette charge mentale-là, qu'il y a une usure, comme Émilie le dit, qui s'installe, qui fait en sorte que ça prend de plus en plus de place, la douleur, la fatigue, la gêne, les incapacités, la charge mentale. Ça crée des obstacles aussi à la participation sociale. Il y a des personnes qui nous disent aussi avoir des difficultés à avoir accès à du soutien et puis à des aides techniques aussi, notamment c'est en lien aussi avec les conditions financières, ça peut s'inter-influencer. Souvent, il y a des politiques publiques qui ne défraient pas toutes les aides techniques nécessaires. Souvent, il y a des incapacités qui sont moins reconnues, donc elles n'ont pas accès à certaines aides techniques. Si les conditions financières ne sont pas suffisantes, alors les personnes vont devoir choisir des fois d'avoir juste un appareil auditif alors qu'elles ont besoin d'en avoir deux, ne seront pas en mesure d'avoir un fauteuil adapté à leurs besoins pour pouvoir sortir l'hiver, disons, ou circuler dans leur quartier à leur convenance. Ça devient plus compliqué. Il y a des personnes qui nous mentionnent aussi vivre de l'isolement social en raison des différents obstacles qu'elles vont vivre, mais aussi se sentir que comme si elles n'appartenaient plus à la société, se sentir déconnectées de la société pour différentes raisons. On va continuer à en aborder tantôt des raisons qui pouvaient être en lien avec le sentiment de non-appartenance, mais souvent c'est aussi en lien avec les déplacements. Le fait de se déplacer d'une communauté autochtone pour avoir des services dans la ville de Québec, le fait d'immigrer à Québec plus tard dans le parcours de vie, de voir qu'il y a des changements, de sentir qu'on n'est pas tout à fait à l'aise de se promener, de se déplacer dans la ville, de entrer dans un organisme, de cogner à la porte, de parler aux gens. Donc tout ça, ça vient créer des obstacles. Il y a des gens qui nous ont parlé aussi de problèmes de déplacement, que ce soit en lien avec des incapacités motrices, qui demandent souvent lorsque les aides techniques ne sont pas suffisantes, mais aussi avec le fait d'avoir perdu le permis de conduire en raison des capacités ou peut-être de ne jamais en avoir eu, ou encore de vivre en banlieue. Les gens ont remarqué que en centre-ville, c'était plus accessible les services, mais de vivre en banlieue dans des communautés plus éloignées là, de la grande région métropolitaine de Québec, ça avait des enjeux de déplacement et aussi des enjeux de dépendance envers des services de transport en commun, des fois, qui sont toujours en constante restructuration. Des fois, il y a des quartiers qui sont moins bien desservis que d'autres, on le sait très bien. La dépendance envers des systèmes de transport adaptés qui souvent est rigide, des fois peu adapté à certaines incapacités. Ça peut devenir compliqué. Dépendance envers des proches aussi, qui suscite aussi un obstacle, dans le fond, de dire, je dois toujours demander, je dois toujours appeler mon fils, appeler ma fille, demander à ma belle-sœur. Là, ça crée des limites. À un moment donné, il y a des gens qui veulent pas nécessairement toujours demander tout le temps.
ça ajoute à la charge mentale aussi, ça crée des obstacles. Il y a des personnes qui parlent aussi des responsabilités liées à la proche aidance. C'est pas parce qu'on est une personne aidée qu'on est exempt de ce rôle, même dans le secteur handicap. Il y a des personnes aînées qui ont des incapacités, qui sont des personnes proches aidantes aussi de parents plus âgés, d'enfants aussi qui sont en situation là, de handicap aussi. Donc, puis ça va dans le même titre dans les communautés autochtones où c'est très bien perçu les responsabilités de proches aidantes dans la famille, envers les jeunes de la communauté. Donc, on sait dans les écrits scientifiques là que la proche aidance est un facteur qui peut contribuer à l'isolement social des personnes aînées, mais c'est pas une cause à effet non plus. Hein? Encore là, peut être aussi un rôle qui permet un épanouissement personnel. Donc, ça peut être nuancé, hein, cet obstacle-là. Des fois, ça permet, des fois, ça limite, ça va dépendre. Mais il y a plusieurs personnes qui mentionnent que de laisser un proche qui est en besoin, mais ça engendre quand même des inquiétudes. On va réduire sa participation dans la vie collective pour endosser ce rôle-là de manière plus intense. Des personnes nous mentionnent aussi des défis sur le plan communicationnel, que ce soit des défis en lien avec la langue, le fait de ne pas parler le français comme langue maternelle pour les personnes immigrantes, les personnes autochtones, mais des défis aussi sur le plan de la communication en lien avec des incapacités sensorielles, où plusieurs personnes vont nous dire que ben c'est compliqué, hein, la vie est pas adaptée, la société est pas adaptée aux personnes là, qui ont des incapacités au niveau auditif, des incapacités visuelles, donc ça engendre des obstacles. Il y a aussi une méconnaissance qui semble traverser là l'ensemble des secteurs en lien avec la participation sociale, dans le sens que des fois l'accès à la technologie est plus compliqué pour avoir accès à de l'information. Hein? On sait que on a un virage technologique important depuis la pandémie. Donc, l'accès à la technologie pour avoir l'accès à l'information, ça peut être compliqué. Avoir l'accès à l'information, où aller, notamment pour les personnes qui sont issues d'immigration, où je dois aller pour retourner dans le domaine du travail, sachant très bien que j'ai un besoin important de travailler pour diverses raisons, pour améliorer mes conditions, pour pouvoir envoyer de l'argent à ma famille, rester au pays, prendre soin de mes enfants en bas âge, parce qu'il y a plusieurs personnes aînées immigrantes là qui ont laissé des enfants en bas âge dans leur pays d'origine. Donc, tout ça, cette méconnaissance-là vient créer des obstacles aussi là dans l'accès à l'information et dans la participation sociale des personnes aînées. Sur le plan des facteurs relationnels, les personnes nous parlent avoir souvent vécu, mais pas toutes, encore une fois, parce que tout ce que je dis là, c'est des personnes nous disent ces obstacles-là, mais c'est vraiment pas toutes les personnes qui vont vivre tous ces obstacles-là, puis de la même manière. Mais certaines personnes vont nous dire que dans des relations, elles ont vécu du rejet, du dénigrement, de l'incompréhension de la part de leur famille, de leur entourage, notamment en raison d'incapacité. Il y a du capacitisme qui peut se vivre à l'intérieur des milieux très proches où elles se sentent exclues, ou dans le cas des personnes aînées LGBTQ+, le fait d'avoir eu un parcours hétérosexuel, fait un coming out beaucoup plus tard dans leur parcours de vie, ça crée des fractures, hein, qui fait qu'elles se sentent rejetées de leur famille et tout ça, qu'elles vivent du dénigrement, ce qui va faire en sorte que ça crée des genres de traumatismes relationnels qui vont engendrer des difficultés à créer des liens pour certaines personnes. Puis il y a d'autres personnes qui vont nous mentionner que c'est dans leur personnalité d'avoir cette difficulté-là de créer des liens avec les entourages pour différentes raisons, là, qu'elles éprouvent de la gêne, qu'elles se sentent moins confortables socialement, notamment en raison de la langue parlée ou des choses comme ça. Donc, ça crée des obstacles là, pour entrer en contact dans des milieux de participation sociale. Des personnes vont nous mentionner aussi des tensions dans les milieux de participation sociale entre les groupes, les appartenances, comme par exemple les personnes de la diversité sexuelle, la pluralité des genres, des SPG, qui notent que le fait qu'on est rendu avec un acronyme tellement long, avec une spécificité pour chaque lettre, ça fait en sorte qu'elles ne se reconnaissent plus dans le mouvement, hein, que c'est difficile de rentrer en contact avec les personnes issues de d'autres acronymes, ce qui fait en sorte que elles se sentent de moins en moins appartenir à la communauté. Des personnes aussi vont nous mentionner vivre
ou remarqué le manque d'empathie, de bienveillance sur le plan des relations avec des professionnels de la santé dans des institutions sociales ou encore dans le monde de l'éducation, où souvent c'est lié aux aptitudes relationnelles de ces personnes-là, de ces professionnels-là, d'un manque de connaissances pour bien interagir avec les personnes issues de la diversité, de bien comprendre les réalités, les enjeux qu'elles peuvent vivre. Certaines personnes nous mentionnent même avoir vécu de la maltraitance dans le cadre de soins là fournis par des professionnels de la santé. Donc, ça crée des obstacles dans la recherche de services, dans la participation sociale. Il y a des personnes qui nous mentionnent vivre des tensions intergénérationnelles au sein de leur famille, mais au sein de leur communauté aussi, notamment les personnes immigrantes, autochtones, qui se rendent compte que leur référent culturel est différent de ceux des générations plus jeunes, alors qu'elles souhaitent endosser le rôle qu'elles connaissent des personnes aînées qui est beaucoup plus valorisé, de transmetteuses de savoir, d'expertes, hein, de culture et ainsi de suite, mais que les générations plus jeunes ne sont pas intéressées. Donc, ça crée des fractions au sein de leurs relations. Il y a des personnes aussi qui nous parlent de relations qu'elles jugent où il manque de sécurité dans les espaces publics, communautaires, ou comme l'Émilie le disait tantôt, elles perçoivent des préjugés, des discriminations qui va nuire en plus de l'agisme, des discriminations, des préjugés qui sont spécifiques à chacune des identités auxquelles elles s'identifient. Puis, j'ai oublié de le mentionner tantôt, mais on a rencontré des gens avec beaucoup d'intersections, c'est-à-dire que il y avait des personnes aînées autochtones qui avaient à la fois des incapacités, mais qui étaient aussi LGBTQ+, donc elles s'identifiaient premièrement comme autochtones, mais elles peuvent vivre une intersection de discrimination dans des environnements sociaux qui vont nuire à leurs relations dans ces environnements-là. Puis c'est la même chose pour tous les secteurs, dans le fond. Puis l'incapacité, elle est vraiment transversale là, à tous les groupes, de sorte que, en plus de vivre ça, les personnes peuvent vivre des discriminations avec les incapacités, là, tu sais, en plus du secteur spécifique. Donc, on peut vivre des discriminations en lien avec le fait d'être autochtone, le racisme, des discriminations en fait avec le fait d'avoir des incapacités. Donc, ça complexifie beaucoup les facteurs relationnels. Là, on peut changer. On peut changer. Je vais essayer d'aller rondement. Je vois le temps filer. Les facteurs environnementaux, il y a plusieurs personnes qui vont nous parler là qu'elles sentent qu'elles sont mises à l'écart de manière très subtile parfois des endroits qu'elles vont fréquenter par les latitudes, par les normes, les règles qui sont dans les endroits qu'elles fréquentent, les valeurs de performance, les valeurs de productivité, tout ça, ce qui engendre ce qui fait en sorte que, elles constatent qu'elles ne sont pas nécessairement les bienvenues tout le temps. Elles vont aussi parler d'enjeux sur le plan de l'accueil, de l'inclusion, de l'accommodement, hein, qui pourrait faciliter leur participation sociale, mais qui est souvent déficient dans les endroits qu'elles vont fréquenter. Elles remarquent aussi des infrastructures qui peuvent être déficientes, coûteuses ou inaccessibles. On sait là qu'il peut y avoir des obstacles à la mobilité, les portes qui ne sont pas coulissantes pour les personnes qui se déplacent en fauteuil électrique, des escaliers au lieu d'une rampe d'accès, tout ça fait, c'est des facteurs d'exclusion sociale dans les environnements bâtis. Les personnes aussi remarquent spécifiquement dans les secteurs de la DSPG, de l'immigration, hein, des reculs dans les mentalités, des craintes de recul aussi dans les droits, notamment là, tu sais, le fait on sait là, tu sais, il y a eu vraiment sur le plan de l'acceptation de la diversité sexuelle, tu sais, il y a eu vraiment des reculs, il y a des grandes tensions sur le plan mondial. Ça fait un nuage noir au-dessus de leur tête, dire, ben moi, on a vécu tant d'avancements, mais là, je suis en période de vieillissement où mon vieillissement s'accompagne de différents défis.
Mais là, il y a ce défi-là aussi qui se présente, dire, hey, moi, je suis mariée, est-ce que, avec mon conjoint, mais là, je veux aller dans des institutions de soins, d'hébergement éventuellement. Est-ce que je vais je vais devoir retourner dans le placard avec mon conjoint? Est-ce que je vais vivre de la discrimination parce qu'il y a un recul des droits mondialement, puis qu'on craint que ça arrive au Québec aussi, puis que ça affecte les conditions de vie, l'accès à des soins? Conséquemment, il y a des personnes qui vont se méfier des politiques publiques, hein, les voir comme oh, ça va peut-être changer. Est-ce que je peux être en danger? Puis il y a des personnes qui remarquent aussi que ces changements culturels-là vont faire en sorte que ça va nourrir leur sentiment de non-appartenance ou là, ça va nourrir de leur impression de leur vécu de tension intergénérationnelle. Donc, ça peut découler. Tu sais, des environnements sociaux peuvent découler des influences jusqu'aux facteurs individuels et inversement. Donc, c'est quelque chose à réfléchir. Je vous invite dans vos pratiques, là, quand vous remarquez des obstacles, là, que ce soit individuel, relationnel ou social, de réfléchir à peut-être l'impact de d'autres facteurs qui pourraient conditionner ou cumuler ces facteurs-là. J'ai terminé mon exposé. Si on a le temps pour une ou deux questions, peut-être je pourrais les prendre. Regardez dans le chat. Lise Couturier, elle sait. Oui, bonjour. Alors, Bonjour. oui, c'est Nathalie là, qui est au chat. Nathalie, est-ce que tu voudrais, parce qu'on peut pas faire tout en même temps, on est dans notre PowerPoint. Nathalie, est-ce que tu voudrais relayer la question? Oui, ben, je voyais pas beaucoup de questions, mais plus une intervention. Dans le fond, Lise, vous disiez que vous racontiez un peu votre histoire, je pense, que Oui, vous c'est ça. aviez perdu Je une pourrais le carrière. dire plus rapidement. Je pourrais le dire Oui, verbalement allez-y. plus rapidement. Il y a Allez-y. 40 ans, je graduais de la médecine, un programme de médecine à l'Université McGill. J'ai eu le diagnostic aussi de sclérose en plaques. Après mon internat aux soins intensifs, j'ai eu beaucoup de dommages au cerveau. Euh, puis, en tout et partout, j'ai juste plus pratiqué. Puis, dans le temps, il y a 40 ans, il n'y avait pas de traitement pour la sclérose en plaques. Maintenant, si je parcourais la même chose, je serais en train de pratiquer la médecine pour très longtemps parce qu'il y a du traitement pour ralentir la chose. Alors, quand vous parliez de l'historique, là, mon histoire, c'est que j'ai eu la maladie trop tôt. J'avais 23 ans. J'arrive à 64 ans. Mais là, j'ai pu travailler 4 ans comme omnipraticienne. Après ça, invalidité totale. C'est 40 ans. Donc, faire un deuil de ma profession, de ma raison de vie, d'aider autrui, ça ne marche plus. Alors, c'est un gros deuil. Voilà. Merci beaucoup, Madame Couturier. Puis ça montre bien, je trouve, votre histoire, là, le fait que quand on travaille avec des personnes là, qui sont maintenant aînées, c'est important de prendre en considération justement ces événements-là marquants dans le parcours de vie. Puis ça permet de comprendre hein, des deuils de capacité, dans votre cas, d'une carrière que vous rêviez d'avoir, etc. Puis ça influence grandement les perspectives. Les besoins sur le plan de la participation sociale. Donc, merci Que beaucoup. j'étais graduée, là. Je pouvais Oui, oui, pratiquer, là. oui, J'avais ma carrière devant moi. oui, oui, oui. Donc, Enfin. un deuil encore plus marquant. Merci beaucoup, Madame Couturier. Alors, Nathalie, est-ce qu'on serait... Oui, on peut prendre l'intervention de Geneviève Rivard, puis ensuite, on pourra Oui. prendre notre très courte pause. Moi, ce que je voulais dire avec brièvement là, à Madame Couturier, mais je trouve ça vraiment intéressant. Merci d'avoir fait un témoignage. Euh, Ça me touche étant donné que personnellement, moi aussi, je viens de diplômer là, de ma maîtrise comme psychoéducatrice, là. Donc, début de profession, fait que je comprends exactement. J'ai pas fait de doctorat par contre. Mais ce que je trouve intéressant dans votre côté, je me dis, est-ce que vous avez sûrement fait beaucoup de choses là, depuis vos 40 dernières années, comme vous me dites, mais je me demandais, est-ce que vous avez justement fait du bénévolat pour aider parce que vous avez quand même, je suis certaine que vous pourriez être aidante. Oh, je me demande, j'ai perdu madame, en tout cas. Vous pourriez être aidante pour bien des gens, je pense. Alors oui, j'ai fait un peu de bénévolat avec le centre de femmes de mon quartier, mais ma capacité d'être
d'être aidante physiquement. Tu sais, c'est Ouais. des fois oui, des fois non. Hmm. Alors, c'est ça. Ouais, c'est ça. Merci de Merci beaucoup l'intervention, là. merci pour vos interventions. Excellent. Donc, ce sera très rapide. En fait, on a posé la question aux personnes qu'on a interrogées, hein. On leur a donné finalement une baguette magique dans le cadre de l'entretien, puis on les a invités à identifier là, les stratégies qui sembleraient utiles. On a préparé une petite synthèse de ces informations-là là, à vous présenter dans les 2 prochaines minutes. Donc, une première stratégie d'intervention pour une perspective plus inclusive en matière de participation sociale là, des personnes aînées. Dans un premier temps, de prendre le temps d'entrer en contact, d'apprendre des autres, hein, d'établir un lien, de connaître les histoires de vie, les circonstances personnelles, les besoins, etc. Tout ça, évidemment, avec la théorie du parcours de vie en fonction des différents éléments qu'on a mentionnés avec vous qui structurent les trajectoires de vieillissement. Le souci aussi que dans nos pratiques, il y ait plusieurs groupes ou réalités qui soient visibles, représentées. Encore là, pour que la diversité, là, ça soit pas une question anecdotique, mais bien partie prenante de l'ensemble de nos pratiques, puis que les personnes puissent sentir qu'elles sont les bienvenues au cœur là, de vos interventions, de vos recherches. Reconnaître aussi et dénoncer les inégalités sociales hein, qui sont si présentes au cœur d'un groupe qu'on considère souvent comme un tout. Hein. On a l'impression que tout le monde vieillit de la même manière, mais il y a des circonstances économiques, culturelles du parcours de vie qui sont importantes à considérer. Aussi, ben, se former, s'auto-former aux différents types de diversité, c'est ce que vous faites tous et toutes ce matin, et aux interventions qui vont être culturellement sécuritaires. D'ailleurs, on a beaucoup à apprendre du travail qui a été fait au cours des dernières années là, dans le secteur des personnes autochtones. On a aussi la dimension des pratiques de communication qui vont respecter différents types de diversité sur le plan des identités, des incapacités, des niveaux de littératie. Être vigilant à l'égard de toutes les formes de discrimination, puis utiliser de manière délibérée des approches anti-agistes. Moi, je répète souvent là, que l'agisme, c'est un système hein, d'oppression qui est très présent dans notre société, puis qui reste hein, souvent plus difficile à dénoncer. Hein. Les blagues agistes là, sont très fréquentes, puis souvent on les perpétue là, sans même s'en rendre compte. Aussi, bien sûr, mettre au cœur de notre travail sur la diversité, la reconnaissance, la valorisation des savoirs, des réflexions diversifiées de personnes aînées, puis les mettre au cœur de nos lieux de décision, donc impliquer les personnes en amont hein, quand on pense à des interventions, des recherches qu'on souhaite être plus inclusives. Et bien sûr, la question de l'accessibilité, hein, l'accessibilité universelle, tangible dans les milieux sur le plan physique, mais aussi l'accessibilité, je dirais, sur le plan social et relationnel, de manière encore là à être accueillant pour l'ensemble des personnes avec lesquelles on travaille. Alors, j'ai fait une synthèse là, qu'on va être invité à utiliser dans les prochaines minutes grâce à notre exercice d'appropriation que je laisse Sylvie présenter. Oui, bien aujourd'hui, on va rencontrer une dame, Madame Melnick, dont je vais lire la vignette avec vous là, avant qu'on puisse vous envoyer, si je peux dire, dans un sous-groupe pour pouvoir travailler ensemble. On va vous expliquer là, à la fin de la lecture de la vignette là, les modalités de l'activité. Madame Melnick est une femme de 58 ans, originaire de l'Ukraine. En raison de la guerre qui fait rage dans son pays d'origine, elle a immigré au Québec à titre de réfugiée avec sa fille et sa petite-fille. Ce statut leur confère certains droits, notamment l'accès à des soins de santé et à des programmes d'intégration comme la francisation. Depuis son arrivée en 2023, sa fille l'aide dans des démarches nécessaires pour obtenir leur résidence permanente, mais le processus est long et stressant puisque leur demande peut ne pas être acceptée. Elles auront alors perdu tout statut légal au Canada et n'auront plus accès à des services. Autre diapo, s'il te plaît, Émilie. Entre-temps, Mme Melnick a commencé des cours de francisation, mais trouve le rythme trop rapide. De plus, elle vit avec une incapacité auditive depuis plusieurs années, mais est mal appareillée, ce qui rend l'apprentissage du français encore plus ardu. Elle éprouve de la gêne lorsqu'elle veut prendre la parole et craint d'être mal comprise, ce qui rend la communication difficile sans l'aide de sa fille, qui travaille maintenant pour subvenir aux besoins de sa famille. Souvent, elle se sent seule lorsque sa petite fille est en classe.
Elle a de la difficulté à entrer en relation avec les gens de son voisinage et des cours de francisation en raison des barrières linguistiques et communicationnelles, ce qui limite ses interactions sociales et la création d'un nouveau réseau social. En observant les dynamiques de sa classe de francisation, elle se rend compte que d'autres personnes aînées semblent vivre la même chose qu'elle. Madame Melnick parle fréquemment avec sa fille de ses observations et des difficultés qu'elle rencontre. Après quelques recherches Internet, sa fille lui suggère d'aller voir une association pour personnes ayant des incapacités située non loin de chez elle. Peut-être pourrait-elle y obtenir de l'aide pour faire valoir son droit à des services adaptés à sa situation. Sachant que sa fille ne pourra pas l'accompagner, Madame Melnick se sent intimidée d'entrer en contact avec cette organisation, mais décide tout de même d'y aller. Donc, voici l'histoire de Madame Melnick. Et c'est à partir de cette vignette-là, si vous avez là, le document qu'on vous a partagé par courriel là, hier et ce matin, ça va être utile pour vous de pouvoir vous y référer. On vous invite à répondre aux questions suivantes. Comment analyseriez-vous cette situation selon les 5 principes du parcours de vie? Quels sont les facteurs individuels, relationnels et environnementaux à prendre en considération pour bien comprendre les obstacles vécus par Madame Melnick? Et quelles sont les stratégies qui peuvent être mises en place pour favoriser des pratiques inclusives dans cette situation? Et comment y arriver? Donc, José va vous séparer en petits groupes de 6-7 personnes, je crois, pour un temps de 8 minutes. 8 minutes, où vous avez la chance de discuter, de répondre à ces questions-là en sous-groupe. On vous invite à nommer une personne qui va être représentative, qui va représenter votre groupe. Et là, Émilie, je pense qu'on voulait rajouter que la valeur de cet exercice-là, c'est vraiment le fait de pouvoir discuter ensemble en petits groupes de la vignette, des pratiques inclusives à mettre en place, des choses à considérer, là, puis de vraiment générer là, une discussion entre vous, peu importe là, votre travail, pour vous approprier les différents contenus qu'on vous a présentés aujourd'hui. Parce que le retour en grande plénière va être d'une durée de 5-10 minutes. Ça se peut qu'on n'ait pas le temps de prendre les points de vue, les réponses de tous les groupes. Vous êtes quand même nombreux autour de... On est 28 finalement? OK. Ben, c'est pas si pire. On va avoir du temps. Donc, voilà. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à l'exercice d'appropriation? Je pense pas. Je vois rien dans le chat. Parfait. Bien, je pense qu'on serait rendu à faire l'exercice. Alors, bonjour tout le monde. Bienvenue à cette plénière finale suite à cette mise en situation qu'on vous a demandé d'analyser de façon express. Ça demandait une certaine productivité. Alors, on va reprendre les 3 questions. Peut-être qu'on va prendre une intervention pour répondre à chacune. Mais comme le disait tout à l'heure Sylvie, l'important pour nous, c'était que vous ayez l'occasion d'appliquer notre grille de lecture de la diversité dans une perspective d'équité et d'inclusion là, mise en situation. Puis ensuite, c'est des outils, bien sûr, que vous pourrez reprendre. Je voulais juste souligner la présence dans le groupe de personnes participantes de 2 personnes que je salue particulièrement. Donc, Ghislain Hudon, qui a participé à Vieillir en diversité, en équité, puis aussi Robert Rousse, qui participe souvent à mes projets de recherche. Donc, salut, messieurs, spécialement. Alors, allons-y avec la première question. Comment vous analysez la situation de Madame Melnick en fonction des 5 principes du parcours de vie? Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous a parlé sur ce plan-là? Donc, est-ce que le ou la représentant d'une des équipes voudrait intervenir en nous mentionnant quelques principes qui étaient, comment dire, qui étaient particulièrement importants dans cette situation-là? Alors, est-ce qu'il y a une personne membre de... Geneviève, on vous écoute. Moi, mes membres de mon équipe, on a parlé, puis ils m'ont attribué. Mais vous avez déjà pris la parole. Ça allait de soi peut-être pour eux et elles. C'est ça. Fait qu'en tout cas, dans le fond, comment analysez-vous la situation? C'était ça, c'était la première question qu'on a. Oui, c'est ça, exact, selon les Ouais. principes du parcours de vie. Mais en fait, celle-là, on a comme revenu à notre théorie, là. Oui, absolument. Oui, parce que c'est ça,
Ouais, on avait parlé que premièrement, ben, il y avait l'aspect là, de la temporalité, tu sais, le timing. Dans Mhm. l'histoire que, tu sais, elle vient d'arriver, la dame, elle a justement un handicap auditif, elle a des difficultés avec son appareillage, avec son ciment. Fait que ça, ben, le timing est comme difficile en même temps d'arriver ici avec la langue. Le timing aussi, comme qu'on disait aussi tantôt, la difficulté là, d'accessibilité totale là, tu sais, du cours de francisation qu'il y a, fait que ce aspect-là. On parlait aussi du contexte historique dans l'idée géographique là, qu'elle vient pas d'ici, elle vient d'arriver, puis que justement, elle a, oui, des gens autour d'elle, mais pas mal dépendante de le petit groupe qu'elle a autour d'elle. Puis on s'entend dire que ça se pourrait qu'elle ait vécu des choses aussi intenses vu qu'elle est réfugiée. Tu sais, on s'entend, on pense peut-être à la guerre en Ukraine, on pense peut-être à d'autres choses, on pense peut-être à des traumas que madame a vécu, donc tout ça. Puis justement que sa vie justement est interreliée là, avec tout ce qu'elle a vécu, puis avec sa famille, puis ça fait qu'elle est isolée. Donc, plus de difficultés d'entrer en communication. Puis aussi, ça dépend où ce qu'elle est au Québec, là, tu sais, Oui, dépendamment des absolument. services qui sont, là. Me- Je pense à mon secteur, ça serait très difficile pour madame. Merci beaucoup, Geneviève. Donc, effectivement, le lieu géographique qu'on n'avait pas précisé, ça a une grande importance relevé aussi dans nos données. Merci beaucoup, Geneviève. Deuxième question, je vais interpeller là, la personne représentant une autre équipe. Alors, est-ce qu'il y a des facteurs individuels, relationnels et environnementaux que vous avez repérés là, qui peuvent constituer des obstacles là, vécus par Madame Melnick là, dans sa trajectoire possible de participation sociale? Est-ce qu'une personne voudrait prendre la parole? Une personne représentant là, une autre équipe. Alors, j'interpelle les personnes représentant les autres équipes. Quels sont les facteurs individuels, relationnels? Avez-vous vu des obstacles particuliers parmi ceux qu'on a mentionnés là, qui peuvent influencer la participation sociale des personnes aînées? Alors, Geneviève Drouin, on vous écoute. Alors bonjour, je n'ai pas été nommée officiellement. Allô, Geneviève? Salut! Salut, Émilie. J'ai pas été nommée officiellement représentante de mon équipe, mais je vais quand même Parfait, on nommer t'écoute. des trucs. C'est certain qu'il y en a dans tous les facteurs qui sont là. Tu sais, individuels, on sait que c'est quand même, elle vient d'arriver, là, c'est quand même, elle vit de la solitude, tu sais, elle est quand même pas non plus, si on regarde dans environnementaux, elle vit quand même avec sa famille, mais elle a des enjeux quand même d'intégration parce qu'elle non plus individuelle, elle a pas, elle a la langue, mais il y a aussi plusieurs facteurs dont sa perte d'audition, là, qui est quand même difficile aussi, qu'elle doit vivre avec cet enjeu-là aussi. C'est quand même, elle vit dans un intergénérationnel, ce qui peut être bien, mais tu sais, on se disait que ça pouvait être quand même des enjeux, là, des fois aussi, là, que c'est pas la même réalité pour tout ça. Puis c'était surtout là, de pouvoir avoir de la méfiance quand elle vient d'arriver aussi dans un nouveau milieu, puis essayer de s'intégrer. Il y en avait dans tous les. Elle avait plusieurs enjeux, là, dont aussi on a pu percevoir là, dans tous les facteurs qui sont là. On les a nommés rapidement, c'était très rapide, mon prénom. Merci beaucoup, Geneviève. Et dernière question, parmi les stratégies qu'on a mentionnées, est-ce qu'il y en a certaines qui vous semblaient particulièrement là, favorables ou pertinentes là, pour mieux soutenir la participation sociale de Madame Melnick, par exemple, si vous étiez là dans l'organisme là, qui pourrait la recevoir, l'organisme de défense des droits. Est-ce que certaines choses qui ont été nommées, j'écouterai peut-être la personne représentant officiellement ou pas son équipe, parce que vous pouvez penser à l'une des stratégies là, parmi celles qu'on a évoquées tout à l'heure. Est-ce qu'une personne voudrait prendre la parole? Là, je m'excuse, je ne veux pas vous donner mal au cœur. Mais je reviens là à certaines des stratégies qui ont été énoncées. Alors, je peux peut-être y aller, puisqu'on s'achemine là à vitesse grand V vers la fin. Possiblement qu'avec une personne comme Madame Melnick dans l'organisme de défense des droits, on peut peut-être prendre le temps d'entrer en contact avec elle, puis d'apprendre hein, de sa réalité. De personnes immigrantes. Parfois, dans les organismes dédiés à certains secteurs, on a moins l'habitude de travailler avec des personnes qui ont d'autres identités ou d'autres conditions de celles des personnes là,
auprès desquels on travaille majoritairement, donc d'essayer de comprendre la situation de Madame Melnick. Aussi, là, d'être en mesure de faire de la recherche en quatrième lieu sur une intervention qui serait culturellement sécuritaire pour Madame Melnick. Donc, de tenir en compte comment on intervient auprès des personnes qui sont réfugiées, qui peuvent effectivement avoir vécu certaines situations traumatisantes liées à un contexte national de guerre, etc. Donc, ça peut influencer la participation sociale. Voir comment on peut communiquer avec elle. Peut-être qu'on peut aller chercher de l'information dans des organismes dédiés à l'immigration, peut-être pour avoir accès à des personnes interprètes qui peuvent nous aider là, durant la période de francisation de Madame Melnick. Et aussi ben, de reconnaître, de valoriser ses savoirs, etc., de valoriser aussi son identité, qui elle était avant d'arriver, aussi qu'elle continue à être finalement là, de manière à améliorer l'accessibilité, là, je dirais, sociale et relationnelle de notre milieu. Alors voilà, c'est un petit exercice de synthèse là, pour qu'on voit comment ces solutions-là ou ces pistes d'action-là peuvent être mises en place. Alors, ça a été un plaisir. Je vais laisser la parole à Nathalie là, pour qu'elle puisse terminer officiellement la rencontre. Mais c'est un plaisir pour Sylvie et moi de faire avec vous une première activité de formation issue de Vieillir en diversité en équité. Vos commentaires seront plus que bienvenus pour améliorer là, justement nos pratiques de formation qui démarrent avec vous aujourd'hui. Alors, à toi la parole, Nathalie. Oui, ben justement, là, vous avez sûrement reçu un petit pop-up qui est ouvert. C'est notre petit sondage d'appréciation. Donc, 2 questions tout court, une note sur 10 et des commentaires d'amélioration, des choses que vous avez particulièrement aimées. Nous, on va le transmettre là, à Émilie et Sylvie avec grand plaisir. Merci à nos présentatrices. Ça a été vraiment riche, là, ce tour d'horizon. Moi, je me sens plus outillée aussi à mieux comprendre la diversité du parcours des aînés. Donc, plein de choses à garder en tête. Merci à tout le monde d'avoir été là, d'avoir participé à la chambre interactive aussi. Là, c'est toujours un plus, c'est riche quand on peut discuter ensemble. Je vous annonce 2 événements aussi, Société inclusive, qui sont à venir, le forum annuel et un colloque sur les quartiers inclusifs. Imaginez les milieux de vie de demain. Donc ça va se dérouler à Trois-Rivières. Ça va être vraiment intéressant, inspirant. Fait que si jamais l'agenda vous le permet, le premier, le forum, le 2 octobre, c'est le colloque. Donc vous êtes vraiment invités, vous êtes les bienvenus. Ça va être intéressant. Et dans le chat, là, je vous ai mis des ressources qui viennent de l'équipe là, pour aller plus loin, approfondir le projet de recherche. Alors, un grand merci à tout le monde. Prenez le temps de faire notre petit sondage. C'est grandement apprécié. Merci encore à Émilie et Sylvie là, pour la qualité de votre présentation et tous vos outils. Merci à tout le monde. Merci encore de nous avoir invités, Nathalie, toute l'équipe de Merci. Société inclusive. Au plaisir. Au plaisir. Au plaisir, merci beaucoup. Au revoir.